Bonsoir à tout le monde et bienvenue pour cette première de Nanomag. Bienvenue. Ça fait très plaisir de vous retrouver ce soir pour cette émission. On est à peu près parti pour une heure et demie de discussion ensemble. Alors, avant de commencer, de vous expliquer le sommaire, ensuite vous expliquer les sujets qu'on va aborder justement pendant cette soirée. Je vais d'abord vous présenter les chroniqueurs. Donc, c'est ceux qui nous accueillent aussi sur ces chaînes, donc Twitch et YouTube. Je parle évidemment de Wisher. Bonsoir Wisher. Bonsoir à Tao et bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous très chauds parce que moi je suis très chaud pour cette toute première de Nanomag. Eh ben écoute, oui, on est chaud pour cette première de Nanomag et on va avoir également cette fois-ci aussi la deuxième personne qui nous accueille ce soir, c'est Suri. Bonsoir Suri. Bonsoir à Tao et bonsoir tout le monde. Donc, on a présenté nos deux chroniqueurs, c'est ceux qu'on va retrouver régulièrement. Je vous rappelle, Nanomag qu'on lance ce soir, donc c'est une émission qui va se dérouler en tout cas une semaine sur deux. Donc une fois sur deux, ça sera en tout cas pour le stage 2 qui va s'annoncer pour l'Overwatch League. Voilà, on va se caler un petit peu de près sur ce rythme-là. Pour ensuite peut-être qu'on apportera des changements sur le rythme, etc. Mais pour l'instant, on va garder ce rythme de une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, pour notre invité de cette soirée, on a cette chance de l'accueillir. Donc c'est un youtubeur entouré de 36 000 abonnés, Zarouid, qui avait commencé sur YouTube le 26 octobre 2016 par une vidéo appelée Road to Master. Bel objectif pour lui et pour beaucoup de joueurs. Il a continué cette série de vidéos et avec en plus une revue de patch. Zarouid avait fait des débuts réussis avec une communication soignée, des vignettes claires, des titres bien choisis. Monsieur Zarouid avait lancé sa barque de bien belle manière. À la suite de ça, il y a eu des vidéos pour aider la communauté à s'améliorer, mais ces dernières étaient aussi là pour transmettre un message toujours positif. La politique du verre à moitié plein. Bravo, Monsieur le Président, car oui, en mai 2017, Zarouid lance 2 vidéos sur ses projets à la présidence d'Overwatch, un beau candidat à succès. Zarouid s'est aussi fait connaître pour ses palettes d'analyse dans le jeu, toujours pour conseiller des abonnés en soif de progrès. Puis, le virage s'est opéré un 22 mai 2017 avec l'interview avec l'un des hommes du comité et de l'équipe de France pour la Coupe du Monde Overwatch AlphaCast. À partir de ce jour, Zarouid n'a plus lâché l'e-sport sur Overwatch. La fièvre est montée pour ne plus jamais redescendre. Beaucoup de personnes du milieu sont passées devant le micro pour répondre à ces questions. Sans doute un des premiers supporters de l'équipe de France. Nous avons eu avec lui un bagage complet, interview, analyse, encouragement. Cette réalisation a projeté Zarouid à l'autre bout du monde, Los Angeles, pour la BlitzCon. Un doux rêve, mais voir l'équipe de France qu'il avait supporté depuis tout ce temps perdre 3-1 contre les Coréens, ça fait mal. C'est rageant. De retour dans l'Hexagone, il est descendu de son American Dream. Monsieur se remet au travail et se prépare une nouvelle fois sa communauté à l'événement du moment, l'Overwatch League. Mais en 2018, c'est un nouveau départ. Oui, il est choisi pour participer au cast français de l'OWL. D'abord analyste, il sera ensuite présentateur. Le stage 1 aujourd'hui est terminé. On ne peut qu'espérer le revoir sur le stage 2, de youtubeur à supporter, de supporter à présentateur. Le Road to Master continue pour Monsieur Zarouid. Bonsoir Zarouid. Va falloir te démute, Zarouid. Oula, bonsoir. J'étais resté bloqué sur ma Road to Master là. Mais alors, t'es master ou pas? Oh non, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. Avec, le ping et le temps de jeu, mais je vais essayer d'atteindre ce niveau pour peut-être la fin de la semaine, on va voir. Allez, on va essayer de s'y remettre. Il reste que 6 jours pour la saison, donc c'est vrai que ça risque d'être compliqué. En tout cas, très content de t'accueillir pour cette première. Donc tu vas répondre à nos questions. En tout cas, tu vas participer à nos discussions tout au long de cette émission, et on a pas mal de choses à discuter. Avant tout, on a préparé cette émission en partenariat avec Casternest, avec également Overton, le Discord communautaire pour tout ce qui est compétitif. N'hésitez pas à le rejoindre. Pour le sommaire de cette émission, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on va commencer par l'image de la semaine, en tout cas l'image qui nous a marqué là un petit peu plus sur l'Overwatch League, ou qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant sur l'Overwatch compétitif. Ensuite, on va parler de l'actualité, donc des événements de la scène Overwatch. Ça, c'est Wisher qui va s'en charger. Ensuite, on aura un récap sur votre avis sûr. Alors, votre avis sûr, c'est quoi? C'est sur le Discord Overton, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a un channel qui est là pour discuter. On a des questions qui sont posées par les modérateurs à la communauté, et la communauté fait ses retours. Et ensuite, justement, ça permet de tirer une synthèse pour avoir un petit échantillon des avis de la communauté sur
sur les questions qui ont été posées. Ça peut être surtout sur l'e-sport, mais aussi sur le jeu Overwatch en général. Ensuite, on aura le trivia de la semaine. Donc, on va parler également du retour de XQC, la fin du ban du joueur canadien. Ensuite, on va aborder l'Overwatch e-sport. Donc, on va parler de la scène française. On va parler également des contenders. On aura l'occasion d'aborder le sujet de Eagle Gaming. Et ensuite, forcément, on ne peut pas y couper. On va parler de l'Overwatch League. On va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aussi à l'intersaison, enfin entre ces deux stages, stage 1, stage 2. Et on terminera sur le sujet de la semaine qui sera consacré à Dallas Fuel. Voilà. Donc pour le moment, voilà, c'est notre sujet, ça sera notre émission. On vous a donné le sommaire. Maintenant, on va passer à l'image du jour, et c'est Zarwid qui va ouvrir le bal. Et le premier clip de Zarwid, alors celui que tu avais choisi, c'était le moment où on voit l'équipe de New York Excelsior et de Seoul Dynasty qui se prennent un petit peu dans les bras, et on voit également Ryu Ji-Young prendre dans ses bras une partie de l'équipe de New York Excelsior. Elle t'avait marqué cette image? Ouais, elle m'avait marqué parce que déjà c'était le premier choc 100% coréen de cette Overwatch League. Premier choc remporté sur le fil par New York Excelsior. Et j'avais bien aimé cette espèce de passation de pouvoir en fait entre Ryu Ji-Young, qui a longtemps été considéré comme le meilleur joueur du monde, voire le meilleur support du monde, et passer le relais à Jonak. Jonak qui a été éblouissant sur cette première étape d'Overwatch League. Donc c'est une image qui m'a marqué aussi parce que assez récemment, j'en discutais, il y a beaucoup de gens qui disaient que Jonak avait un côté un peu de méchant, de méchant d'anime ou quoi, et là le voir un peu, hyper ému, presque émulant le fait de battre aussi son idole, parce qu'il avait dit en interview que Ryu Ji-Young était un exemple pour lui. J'ai bien aimé cette image, ça m'a marqué en tout cas pour cette première phase. Ouais, une image forte entre deux équipes. On voit donc une équipe qui était au sommet de sa gloire, notamment en Corée, quand elle a remporté, on a eu, c'était l'ancienne équipe finalement qui avait remporté 2 fois l'Apex, cette équipe Lunatica qui ensuite a été prise dans l'équipe Seoul Dynasty. Et on voit en effet, comme tu le disais, donc les New York Excelsior qui ont remporté ce stage 1. Ça, c'était ta première image, mais tu as été gourmand, tu as décidé de nous montrer un deuxième clip. C'était le deuxième clip, ça a été le moment où Boston Uprising. C'est Boston Uprising. Alors normalement c'est le deuxième, mon cher Hammer. Donc c'est le deuxième clip. Alors c'est celui où on voit l'équipe de Boston Uprising, en tout cas Gamsu notamment, faire un shoot un petit peu à la caméra après la victoire 4-0. Cette image-là aussi, elle avait été forte et elle t'a aussi marqué. Ouais, en fait, je voulais faire un clin d'œil à Boston Uprising, qui a été un peu mon coup de cœur sur cette première phase d'Overwatch League, une équipe qu'on n'attendait absolument pas. Et ce chute, c'est aussi un petit clin d'œil à. Alors, c'est pas vraiment leur coach, leur manager, la Huck aussi, qui avait déjà fait ça sur StarCraft 2 à une époque où il était vivement critiqué. Donc, ouais, le fait de voir Dream Casper, Note et Gamsu faire chute à la foule après la victoire contre LA Valiant, je trouvais ça assez symbolique pour dire calmer un peu les critiques, il va falloir compter sur nous. On n'est pas la team jambon, on est les Boston Uprising et on va vous montrer de quoi on est capable. Donc j'ai trouvé ça assez provoquant peut-être, mais en tout cas bien vu de la part de cette équipe. C'est ça, pas méchant, mais on avait compris forcément qu'ils étaient pris un petit peu la foudre là, mais c'est vrai que c'était une bonne réponse. Wisher, toi, t'avais surprise aussi cette équipe des Boston Uprising, comme tu as suivi l'Overwatch League. C'est vrai que c'était un petit peu le petit pousset, la petite surprise. Clairement, je pense que je m'attendais pas du tout à les voir à un tel niveau. Les noms au sein de cette équipe n'étaient pas totalement inconnus, bien sûr, mais c'est pas des joueurs que j'attendais pour cette Overwatch League par rapport à d'autres équipes comme les Valiant, comme les Outlaws par exemple. Mais clairement, ils ont démontré à tous qu'il fallait compter sur eux parmi les tops équipes de cette Overwatch League, et j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer pour cette phase 2, et j'ai vraiment hâte de voir le niveau de cette équipe. C'est ça, on a hâte de voir comment cette équipe va se débrouiller face à la suite, ou jusqu'où elle peut aller. En plus, celui qui m'avait marqué dans cette équipe, c'était bien Dream Casper, le DPS américain, qui est resté un petit peu dans l'ombre finalement par rapport à d'autres Américains qui avaient été mis en avant. Je pense à Jake, notamment chez Texas, chez les Outlaws. Mais c'est vrai que dans cette équipe texane, on avait vraiment mis beaucoup d'efforts pour mettre en avant Jake. Mais c'est vrai que Dream Casper avait aussi été décisif. Donc ça, c'était tes 2 premiers clips, Zarwid. Ensuite, on a l'image de Suri, donc l'image de Suri qui est cette fois-ci les Overwatch Contenders. Tu vas nous expliquer ce choix là, Suri? Oui, on a pu voir un peu cette arrivée d'un nouveau site pour les Contenders, un site à l'image de celui de l'Overwatch League.
Et ça m'a marqué parce que on avait tendance à penser que tous les moyens étaient employés pour l'Overwatch League. C'était la compétition phare et les Contenders et l'Open Division n'allaient pas forcément récupérer grand-chose derrière. Et là, je pense que la refonte de ce site est déjà un premier pas pour déjà suivre la compétition dans les meilleures conditions, mais aussi de lui donner un peu plus de visibilité et de petit à petit développer les moyens nécessaires à un bon suivi de toutes les strates de l'architecture d'e-sport instaurée par Blizzard. C'est ça, donc en plus c'est vrai, hein, comme tu le disais, on a mis des moyens dedans, 3 millions, un peu plus de 3 millions de dollars de dotation pour cumulés pour toutes les régions. Donc c'est vrai que c'est aussi une possibilité encore importante. On voit que le Pass to Pro, comme avait expliqué Blizzard, n'est pas délaissé. Moi, l'image que j'avais choisie pour terminer cette image de la semaine, c'était un clip qui nous vient tout droit de Corée pour les Contenders Trial, qui nous est proposé par Saya Player qui n'a pas encore quitté le continent asiatique, qui a décidé, parce qu'il va rejoindre à la fin de, je pense très prochainement, il va rejoindre les Florida Mayhem, c'est lui qui va arriver en renfort. Tu vas en parler juste après, Suri, mais il nous a gratifié d'un très 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 beau clip avec un Soldier 76 extrêmement solide qui met un full tête dans la tête de Widow. Ça va très très vite et une fois que c'est passé, écoute, il a encore eu beaucoup de clips. Je regardais un petit peu la liste des clips qu'il y avait eu pour les Contenders Corée. J'ai eu l'occasion de regarder. Le niveau est vraiment très relevé. Je sais pas si Zaroui, tu as le temps de regarder peut-être la scène coréenne ou les Contenders, pas du tout. Non, là, je t'avoue que je vais devoir faire une session de rattrapage. J'ai vu en tout cas que vous aviez commenté que le niveau était très lourd et je suis content qu'on reste dans la même veine que l'Apex. C'est ça, exactement dans la même veine, le mot est bien choisi. Dans la même veine que l'Apex, il y a un niveau qui est vraiment impressionnant. Alors, ça c'était nos images, nos images de la semaine. On va à chaque émission, on va vous parler des images qui nous ont marqué, on se dit ça vaut le détour, et vous expliquer un petit peu pourquoi on les a choisies. Maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet. Là, c'est actualité, événement de la scène Overwatch par Wisher. Et cette fois-ci, Wisher, tu as décidé de nous parler de CTF. Et oui, vous n'avez pas pu le louper, un nouvel événement saisonnier est arrivé sur Overwatch, en l'honneur du Nouvel An chinois. L'an dernier, l'année du coq introduisait pour la première fois le mode capture de drapeau, un mode bien connu et souvent très apprécié dans d'autres jeux, comme Team Fortress, pour ne citer qu'une. Alors la capture de drapeau, je ne vais pas vous faire un dessin, le but c'est d'aller chercher le drapeau ennemi dans sa base pour le ramener dans la vôtre. Un mode simple et efficace, mais sur Overwatch c'était un peu différent vu le panel de compétences proposé par les différents héros du jeu. Blizzard a donc dû proposer un équilibrage un peu particulier pour l'adapter à sa toute dernière licence. Un temps de capture sur les drapeaux où vous ne devez pas prendre de dégâts a ainsi été instauré. Ce petit tweak a finalement abouti à des parties vraiment très lentes où chacune des deux équipes campait sur son drapeau à base de Symmetra, Torbjorn ou encore de Bastion. Et à l'opposé, si un héros ennemi réussissait à prendre le drapeau, c'est extrêmement compliqué de l'intercepter pour peu qu'il s'agisse d'une Tracer, d'un Genji ou encore d'un Winston. Donc c'est-à-dire que pour cette année, donc là c'était pour l'année du chien, il y a une refonte du mode, il y a eu des ajustements qui sont arrivés, Wisher ? Exactement, cette année, l'année du chien vient apporter son lot de modifications. Tout d'abord, la capture du drapeau devient instantanée, réduisant la puissance de pique ultra défensif campant dans leur base. Pour essayer de contrebalancer cet aspect et éviter de rendre des personnages comme Tracer ou Winston complètement cheatés, Blizzard a introduit un autre petit changement. On ne peut plus utiliser de compétences de déplacement ou d'invulnérabilité lorsqu'on est en possession du drapeau. On ne pourra donc plus instant triple blink pour rejoindre notre base avec Tracer, ou bien étendre nos 6 bras pour drifter jusqu'à la base avec Zenyatta, sous peine de lâcher le fameux fanion sur place. Ensuite, plus d'égalité. Les égalités, c'est toujours un peu frustrant, ça donne l'impression qu'on a joué pour rien, d'autant plus que celle-ci était très fréquente l'année dernière. Eh bien, c'est fini, puisqu'une mécanique de mort subite a été mise en place par Blibli. C'est simple, en cas d'égalité, les deux drapeaux sont rapprochés du centre de la carte, et la première équipe à s'emparer du drapeau ennemi remporte le match. Et enfin, une nouvelle map a été créée et designée spécialement pour le mode Ayutthaya. L'an passé, les cartes de contrôle avaient été utilisées comme théâtre du mode capture de drapeau, et même si certaines étaient plus ou moins adaptées au mode, d'autres ne l'étaient pas du tout, et jouer dessus était toujours un peu frustrant. Mais dorénavant, c'est fini puisque nous avons l'arrivée d'Ayutthaya, une carte thaïlandaise à mi-chemin entre ancien temple et complexe moderne, et qui, pour le coup, est vraiment plus adaptée au CTF et donc forcément plus plaisante à jouer. D'accord, ok. Donc on va dire qu'il y a des changements qui sont agréables, on va dire, pour cette nouvelle année. Mais j'avais une question, c'est est-ce que les changements les changements rendent le mode de jeu parfait en fait? Alors, on va pas se mentir, les modifications apportées par Blizzard sont extrêmement plaisantes.
Les parties sont beaucoup plus rapides et dynamiques qu'auparavant, et les compositions full camp sur son drapeau sont beaucoup moins puissantes. D'accord. Et une fois qu'un adversaire attrape votre flag, il est possible de le rattraper pour récupérer votre précieux fan. Le travail d'équipe est beaucoup plus au centre du jeu, puisqu'il est maintenant quasiment impossible de s'emparer du drapeau seul et de s'enfuir sans mourir, mais ces différents ajustements ont aussi apporté leur lot de problèmes. Par exemple, Chopper est selon beaucoup un must-pick dans ce mode, étant donné sa capacité à se soigner et augmenter sa résistance tout en se déplaçant. Son traitement à la ventoline fait donc de lui un porteur du drapeau parfait. Ainsi, pour le moment, les compositions réellement efficaces en CTF sont assez peu nombreuses et tournent généralement autour du même cœur de héros. Chopper, Diva, Moira ou encore Lucio. De plus, même si Ayutthaya est une excellente map pour le CTF, on peut toujours tomber sur des cartes comme les ruines d'Ilios ou le jardin de Lijiang en compétitif. Une seule map, c'est vraiment trop peu pour diversifier le pool de ce mode de jeu. Du coup, messieurs, avec les différents changements effectués et après avoir joué quelques parties en capture de drapeau, pensez-vous que celui-ci pourra prétendre un jour au titre de mode de jeu traditionnel et rejoindre le convoi ou le contrôle en partie rapide, voire même peut-être en compétitif? Qu'est-ce que tu en penses, Saroïd? Compétitif, bah pourquoi pas, ils l'ont déjà implanté. Moi j'ai eu l'occasion de faire mes matchs de placement, alors encore une fois dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire avec un ping pas forcément top, et puis un niveau aussi qui est pas folichon. Donc moi je sais qu'Hammerkick avait fait un bel article là-dessus, mais lui était à plus de 4000, donc il y avait peut-être un petit peu plus d'organisation, de cohésion, de communication. Moi je retrouve les travers habituels de ceux qui se baladent entre, on va dire, platine et diamant sur ce mode, ou en tout cas dans le mode compétitif, c'est-à-dire des compositions un peu, je vais pas dire avec des troll pick ou quoi, mais bon, un manque de communication certain, manque de cohésion. L'équipe qui se split en deux, il y en a un bout qui attaque, l'autre qui défend, on a du mal à se coordonner, etc. Après, je trouve que les modifications sont plutôt bonnes, et en effet rythme davantage ce mode de jeu. Moi l'an dernier j'y avais à peine touché, et là j'ai quand même réussi à faire mes 10 matchs de placement et un petit peu de rab, on va dire. Donc voilà, je trouve que en tout cas c'est un bon début. Ils ont revu les bases du mode de jeu qui était un peu pourri à l'époque, et on va voir ce que ça va donner. Moi je suis pour un peu plus de diversité sur Overwatch, donc pourquoi pas l'implanter de manière définitive dans le mode arcade. Si ça peut m'aider à gagner quelques loot box, moi je suis pas contre. Je n'ai pas contre. On n'est pas contre pour aller récupérer en effet quelques beaux skins. Donc c'est vrai, pourquoi pas plus de variété, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Est-ce que, Suri, toi tu as un avis justement sur ce mode de jeu, capture de drapeau? Est-ce que tu as eu l'occasion d'y jouer? Est-ce que toi aussi tu vois ce mode de jeu arriver finalement sur le ladder? Je t'avouerai que oui, j'y ai beaucoup joué ce mode CTF. En ce moment, je ne joue quasiment que ça. C'est le petit plaisir de fin de soirée. Mais de le voir dans le compétitif traditionnel, j'ai un peu de mal, dans le sens où je me souviens de la vidéo d'AlphaCast qui en parlait justement et qui a très bien résumé la chose. C'est que c'est une expérience qui est très différente de ce qu'on connaît de l'Overwatch compétitif jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que quand on joue même le CTF, c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est des compétitions, enfin des compositions qui sont plutôt les mêmes. On est sur des stratégies à base de défenseurs, avec bon, bien sûr les Symmetra, Torbjorn, Bastion, etc. qui peuvent popper très facilement. Et c'est plus orienté, on va défendre un point plutôt qu'on va essayer d'aller le chercher, ou peut-être qu'on va récupérer quelques kills pour ensuite aller récupérer le point. D'accord. Donc c'est pas exactement les assauts répétés qu'on peut avoir sur les assauts maîtrisés, c'est-à-dire on va engager d'une certaine manière, on va utiliser certains personnages, certaines capacités, comme on pourrait le voir dans le compétitif actuel. D'accord, donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu nos avis sur la CTF, encore un petit peu de travail comme sur ce mode qui va arriver assez prochainement. Donc voilà, qui va arriver peut-être sur le ladder prochainement, en tout cas les équilibrages doivent arriver. Alors, il va y avoir également, donc ça c'est la CTF, la capture de drapeau, c'est vrai que c'est ça, le mode de jeu qui est arrivé. Maintenant, on va passer sur le récap de votre avis sûr. Donc votre avis sûr, je vous rappelle le principe. C'était donc sur le Discord Overtime, n'hésitez pas à aller le rejoindre pour participer à ce débat qui a lieu en fait avec tous les gens de la communauté Overtime qui souhaitent y participer. C'est des questions qui sont posées par les modérateurs, et les modérateurs en fait, c'est des questions qui sont faites pour amener le débat, et ensuite les gens donc discutent sur des questions. Il y a eu par exemple le récap
Il y avait une discussion sur l'année, sur le récap de l'année passée, par exemple. Donc il y avait eu voilà, des discussions et ça permet en fait de faire avancer les réflexions et aussi de peut-être avoir des réels feedbacks donc, de la communauté à cet endroit-là. Donc on a pour ça un modo de Overturn. On a Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir tout le monde. Et tu vas nous présenter un petit peu qu'est-ce qui s'est dit sur ce récap de votre avis sûr. Tout à fait. Donc nous étions sur le 6e votre avis sûr depuis que nous avons lancé un petit peu ce projet-là sur Overtown. Je vous fais un récap rapide du sujet qui avait lieu cette semaine. C'était donc votre avis sûr, c'était pour un petit récap sur la première étape de l'Overwatch League 2018. On avait essayé de guider un petit peu le débat, d'orienter le débat en fait en posant 4 questions importantes à nos yeux en tout cas. C'était à savoir quelle était la première phase de compétition. Enfin, si la première phase de compétition avait été à la hauteur de vos espérances, qualité de production, niveau de jeu, etc. Ce que vous avez pensé de la performance des Français, forcément, les joueurs de LA Valiant, Sun & Co, ou notre joueur Poco chez PHL Fusion. On avait aussi demandé si vous avez participé à quelques viewing parties, donc des soirées de visionnage, quelque chose qui a été peu cité pour le coup dans vos réponses, et si vous pensiez que le classement, forcément, allait varier un petit peu sur cette seconde phase de l'Overwatch League. Donc, je vais reprendre un petit peu les réponses que vous nous avez données, essayer de vous faire une synthèse un peu générale de tout ça. On a un petit récap qu'on vous livre chaque semaine, et c'est un peu ce récap-là que je vais vous lire tout de suite. On est à l'aube de la deuxième phase de l'Overwatch League, qui débute demain, en fait, dans la nuit de demain, vers 1h du matin. C'était l'occasion de faire un petit peu le bilan pour cette première étape, qui s'est déroulée du 11 janvier au 11 février 2018. On a été un petit peu surpris parce que le débat pour cette reprise sur cette année a été un petit peu léger. Il y a eu peu de participation. On espère que pour les prochaines éditions, vous participerez un petit peu plus par rapport à ça. Et on espère que c'est pas le sujet que nous avons sorti qui vous a déplu. Malgré tout, concernant votre opinion sur la compétition de cette première étape de l'Overwatch League et sur la production en général, globalement, vous avez apprécié la compétition. Mais vous avez déploré un rythme un petit peu trop soutenu avec 4 diffusions par semaine, qui sur le long terme vous a lassé ou en tout cas peut lasser le grand public. Et selon vous, l'enjeu pour Blizzard ici, c'est vraiment de réussir à créer un affect en fait, pour garder l'attention des spectateurs durant ces longs mois de compétition. En effet, sur 5 étapes, avec 4 diffusions par semaine, ça risque d'être un rythme un peu intense, surtout au niveau des horaires, on va en voir justement juste après. Et ça pouvait potentiellement déplaire un petit peu au public. Donc, c'est votre question, votre interrogation par rapport à ça. Enfin, certains pensent que le public visé est clairement américain. En effet, avec le décalage horaire qu'on subit un petit peu côté Europe, c'est clair qu'actuellement, l'Overwatch League est vraiment centré sur le continent nord-américain. Et c'est donc un petit peu compliqué pour nous, en tout cas européens, de suivre tout ça avec un rythme de vie sain. Conséquence à cela, forcément, on regarde les VOD le lendemain, mais ça procure pas forcément autant de hype que de voir le match en temps réel. Donc on finit par regarder simplement les petits replays, en tout cas vous finissez par regarder principalement les replays et des équipes qui vous intéressent principalement sans visionner forcément toute la compétition, ce qui pour certains pouvait poser problème, mais pas pour tout le monde a priori non plus. On continue vite fait sur la performance de nos joueurs français. Certains d'entre vous ont été un petit peu déçus par les performances des Los Angeles Valiants et des Philadelphia Fusion, bien que vous remettez un petit peu dans le contexte. Vous avez été plusieurs à remettre un petit peu le contexte en place pour dire que forcément les Philadelphia Fusion avaient accusé un petit peu de retard puisqu'il y avait eu des problèmes de visa lors de la pré-saison au départ, et donc forcément ils avaient potentiellement eu un petit peu moins d'entraînement. Mais vous avez quand même malgré tout tenu, pour la majorité d'entre vous, à féliciter les joueurs français, aussi bien Sun & Co que Poco. Ensuite, on a parlé rapidement de vos prédictions sur le classement pour cette deuxième étape. Sans surprise, il y a quand même une majorité d'entre vous qui pensent et qui affirment même que les rosters coréens resteront dans le haut du classement, de par leur supériorité qu'ils ont prouvée comme étant un petit peu évidente lors de cette première étape. D'autres affirment au contraire qu'avec les nouvelles acquisitions et les changements de méta, il y aurait certaines équipes qui pourraient remonter un petit peu dans le classement, avec certaines prédictions comme une montée des Shanghai Dragons potentielle sur cette deuxième étape, ou les Florida Mayhem particulièrement qui ont été cités à de nombreuses reprises, qui auraient la possibilité de remonter un petit peu le classement grâce à la méta-tank qui s'impose potentiellement un petit peu au fur et à mesure du temps. Quoi qu'il en soit, vous aimeriez globalement tous voir une certaine diversité dans les compositions d'équipe. Vous repoussez un petit peu l'idée du métafixe durant un mois qui apporterait moins de piment aux spectateurs. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que ce serait quand même quelque chose d'un petit peu décevant de voir une métafixe et qu'on aimerait bien tous voir un petit peu plus de diversité là-dedans. Il y a eu un petit débat annexe qui a
qui est apparu en fait au fur et à mesure de la discussion sur le votre avis sûr de cette semaine, qui était sur le rôle des analystes et d'une équipe, d'un staff en fait, tout simplement autour des équipes. La question était de comprendre un petit peu pourquoi il y a tant de diversité de pics et de compositions sur le jeu, et de comprendre quel était justement le rôle des analystes là-dedans. Un sujet qui, si vous intéresse, peut faire l'objet d'un futur votre avis sûr, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis par rapport à ça, et à peut-être potentiellement nous dire ce que vous souhaiteriez voir dans les prochains votre avis sûr sur Overtime. Voilà, merci beaucoup. Écoute, merci pour ton intervention, Martine, pour les lumières de la communauté sur ce retour un petit peu sur le stage 1. Toi, Zarouet, qu'est-ce que tu en as pensé de ce stage 1? Points positifs, des points négatifs, des améliorations peut-être à apporter de ton côté? Oula, beaucoup de choses, la question est hyper vaste. Très, très large. Moi, dans l'ensemble, j'ai été plutôt conquis. Ouais. Je trouve que voilà, l'e-sport, enfin j'en parlais, monte en puissance, et que ce soit au niveau des moyens, le niveau de jeu aussi qui a quand même augmenté, même si je pense qu'il y aura quand même un gap entre la phase 1 et les playoffs qu'on verra au mois de juillet, où le niveau va encore exploser. Parce que voilà, le but de cette Overwatch League, c'est de réunir potentiellement les meilleurs joueurs du monde, les faire prac dans les mêmes conditions, tous ensemble. Donc forcément, le niveau va augmenter. Après, le petit regret, on va dire, c'est peut-être que justement, pour l'instant, ce gap de niveau entre certaines équipes, il est trop important. Ce qui fait qu'on l'a vu, hein, les Shanghai Dragons, les Florida Mayhem, les Dallas Fuel aussi ont été un peu à la peine, les San Francisco Shock, et à contrario, eh bien, les rosters full coréens ont un peu trusté les premières places. Mais quand même, on a eu le droit à quelques surprises. Et c'est de bonne augure, à mon avis, pour la suite. Donc il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Parler des horaires, c'est vrai que c'est compliqué. Mais pour rapidement répondre à cette question, je pense que Blizzard n'a pas forcément l'objectif que tout le monde regarde toutes les games 4 soirs par semaine, mais se prennent d'affection peut-être pour une ou deux équipes et ne suivent que ces équipes-là. Et en fait, que le public derrière soit un peu réparti en fonction des jours, à mon avis. Ça me paraît plus sain que de regarder tous les matchs toutes les semaines en pleine nuit, sinon c'est compliqué, quoi. C'est ça, on n'est pas tous présentateurs de l'Overwatch League et on doit tous présenter les matchs, regarder les matchs. Mais même dans ce cas-là, c'est difficile, je t'assure. C'est vrai que tu dois avoir un rythme assez particulier quand même quand on est commentateur de nuit. Quand on commente, on doit se lever. C'est vrai que pas voir le soleil, ça doit être aussi un rythme un petit peu dur quand même, non? Quand on est host. Ouais, c'est pas évident. Alors c'est d'autant moins évident, on va dire, dans ma position que j'interviens pas toutes les semaines, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu vas faire les 4 soirs de la semaine, tu peux plus ou moins régler ton rythme de sommeil pour ne faire que ça. Moi, comme j'ai d'autres activités à côté, et notamment la chaîne YouTube qui me prend énormément de temps, je suis obligé d'avoir d'un côté un rythme, on va dire, normal, avec un réveil qui sonne le matin, et puis une espèce de deadline à un certain moment où je me dis, bon, faut peut-être que tu ailles te coucher. Du coup, généralement, le premier et le deuxième jour, c'est très compliqué pour moi. La première nuit est très difficile parce que tenir jusqu'à 7h30 du matin, et encore, moi, je suis présentateur, donc ça, on va dire que j'ai le temps de me reposer pendant les games, mais en même temps, c'est difficile parce qu'il faut aussi garder cette hype, il faut garder cette énergie. Et quand tu interviens comme ça avec parcimonie, c'est un rythme à trouver. Donc, je le cherche encore. Je sais que j'ai pas mal de progrès encore à faire, mais on va travailler dur et puis on va monter en puissance au fur et à mesure. C'est ça, quelqu'un qui travaille, un vrai travailleur de nuit, voilà, qui commence, et en plus qui doit se recaler ensuite sur des horaires, c'est vrai que c'est jamais facile. Et comme tu disais, c'est vrai que je voulais souligner aussi ça, c'est vrai que comme peut-être la stratégie de Blizzard, c'est de se prendre d'affection, et c'est comme quand on regarde du football, on regarde pas tous les matchs de football, sauf quand on est spécialiste et qu'on doit faire ça de sa vie, mais c'est vrai qu'on regarde juste le match de l'équipe qu'on préfère, et puis ensuite les autres, on regarde les gros matchs, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être la politique qui est mise en place par Blizzard. Wisher, toi justement, tu avais peut-être un point négatif, un point positif à soulever pendant ce stage 1. Alors, le point négatif, c'est ça, c'est les horaires tout simplement. C'est vraiment pas très adapté au format européen, et malheureusement il n'y a pas trop le choix. Il faut bien plaire à il faut bien choisir une horaire, et ça déplaira forcément à quelqu'un dans le monde. On va pas se leurrer. Et c'est quelque chose qui va pas forcément aller en s'arrangeant avec le stage 2, avec les nouvelles horaires qui ont été publiées. Donc c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais bien regarder tous les matchs de l'Overwatch League, mais malheureusement c'est pas vraiment possible. Le point positif, c'est les surprises, je pense. Les surprises qui ont été Boston Uprising, Houston Outlaws, et peut-être aussi un peu Los Angeles Valiant et Philadelphia Fusion, avec leur victoire sur des équipes coréennes.
c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, surtout avec la première qui a été faite par Boston Uprising, si je ne dis pas de bêtises. Donc très bonne surprise et c'est bon signe pour le futur, comme quoi le niveau entre les Occidentaux et les Coréens se resserre de plus en plus, et j'ai hâte de voir comment cet écart va évoluer jusqu'au playoff de cette première saison. On va voir comment ça peut évoluer si on va arriver à rattraper un jour ces équipes coréennes. Suri, même question, même traitement, un point positif, un point négatif sur ce premier stage de l'Overwatch League. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire dans l'originalité concernant le point négatif. Ça va être aussi pour moi l'emploi du temps qui est assez difficile. Mais effectivement, comme l'a dit Zaroid, c'est peut-être cette volonté de Blizzard qui s'exprime de suivre une équipe en particulier, d'avoir seulement 2 matchs à regarder par semaine, ce qui est largement faisable, ou même de se prendre une VOD d'un match d'une soirée qui aura marqué les esprits plus que les 2 autres. Mais dans les points positifs, je vais noter quand même 2 choses. C'est la première, le renouveau un petit peu qu'offre Blizzard en termes de spectateurs en fait. Disons que quand on arrive, on voit la Blizzard Arena, on comprend tout de suite que ce n'est pas simplement les seuls écrans qui vont montrer la game dans un mode spectateur et ce sera tout. Ça va être toute une scène qui va être habillée aux couleurs d'Overwatch, qui va s'animer aux couleurs d'Overwatch et qui va permettre à tout le monde de comprendre des détails. Si je veux voir la capture du point, je peux la regarder au plafond, je regarde les héros, leur charge d'ulti, s'ils sont morts, s'ils sont encore vivants. Tout ce genre de choses qui, on ne le voit pas dans les autres scènes e-sport à l'heure actuelle, ou alors je n'en ai pas connaissance, mais sur League of Legends ou CSGO par exemple, dans les 2 grands piliers, il me semble pas avoir vu cet élément. Et la deuxième chose, c'est la flexibilité qu'a Blizzard d'adapter un petit peu ses règles pour coller au retour de la communauté. Je pense notamment justement à ces changements d'emploi du temps, bon, forcément qui ne sont pas en notre faveur, mais qui ont peut-être profité à la majorité de l'audience qui est anglophone, notamment américaine, mais aussi tout ce qui est réglementation autour des joueurs atteignant la majorité, pouvant jouer dès à présent, dès qu'ils obtiennent cette majorité. Et je pense que cette flexibilité, c'est un des atouts de l'Overwatch League. D'accord, la flexibilité de cette Overwatch League, voilà, un des points positifs, également la réalisation, comme tu le soulignais, avec ce panneau LED incroyable qui est mis dans la Blizzard Arena. Voilà, donc ça c'est un petit peu nos points de vue sur les retours de la communauté, plus voilà, nos retours sur ce sujet du stage 1. Maintenant on va passer au trivia de la semaine. Donc le trivia de la semaine, c'est quoi? C'est notre sujet un petit peu pétillant, parfois un petit peu piquant, sur la scène Overwatch. Et cette fois-ci, ça sera le retour de XQC de son ban de 2 semaines, et c'est Wisher qui va s'en charger. Et oui, vous n'êtes pas le seul à le savoir, XQC, le joueur canadien tank pour les Dallas Fuel, s'est fait suspendre de l'Overwatch League. Il a été ban pour une durée de 4 matchs suite à un comportement plutôt déplacé qu'il a eu pendant un de ses streams. On va pas se le cacher, cette suspension de XQC a été un vrai coup dur pour les Dallas Fuel et a sûrement été l'une des raisons derrière leur contre-performance de cette première étape. D'autant plus qu'XQC n'en est pas vraiment à son coup d'essai en termes d'attitude douteuse et de démêlés avec Blizzard. Mais sa suspension est maintenant terminée et le joueur canadien pourra reprendre du service dès le début de la seconde phase de l'Overwatch League. Seulement, le passé nous a montré qu'XQC a déjà récidivé malgré une précédente suspension. Un joueur évidemment difficile à gérer pour le staff de Dallas Fuel. Seulement, XQC est peut-être un élément indispensable aux performances des Dallas Fuel. Pour le moment, le joueur canadien n'a participé qu'à 4 matchs de l'équipe texane, saison régulière et pré-saison confondues. Sur ces 4 matchs, les Dallas Fuel en ont remporté 2, et même lors des défaites, des performances intéressantes avaient été proposées par l'équipe. Ainsi, messieurs, pensez-vous que le staff Dallas Fuel réussira à canaliser les ardeurs d'XQC, ou bien l'équipe texane devra-t-elle penser au recrutement d'un second main Winston? Qu'est-ce que t'en penses, Suri? Je dois t'avouer que les Dallas Fuel, pour moi, c'est le grand mystère. On va voir ce qui va arriver là, dans les prochains jours, quelle sera la composition et les stratégies mises en place. Mais c'est vrai que dans le pool de tank, on peut éventuellement voir un XQC qui va être centralisé sur ce Winston. Et personnellement, je ne connais pas véritablement quels sont les autres picks d'XQC, s'il peut éventuellement jouer un Reinhardt ou peut-être un Rodog. Même si dans le rôle de Rodog, je verrais plus Taimu venir aider, venir apporter un renfort, étant donné que les DPS, pas ce qui manque chez les Dallas Fuel.
Donc je dois t'avouer que j'attends de voir un petit peu cette flexibilité que va pouvoir proposer XQC, car pour l'instant moi je ne la connais pas. D'accord, donc on va voir en effet. Après, on va juste en parler justement de la team Dallas, juste dans le sujet Overwatch League qu'on aura tout à l'heure. Zarwid, du coup, le retour de SQC. Sur les matchs que tu avais regardé de lui en Winston, qu'est-ce que tu en avais pensé? En plus, il avait été élu et tu en avais fait une vidéo. D'ailleurs, tu en avais été surpris. Il avait été élu MVP de la Coupe du Monde avec le trophée T-Mobile. Toi, t'en penses quoi justement de ce joueur? C'est compliqué de répondre à cette question parce que moi j'aimerais ne répondre en fait que par rapport à ses performances en jeu, mais le problème c'est qu'on le voit plus en stream qu'en Overwatch League. Il s'est fait ban, on l'a vu, hein, pour ses phrases, ça a été bien résumé. Quand il était là, c'était moyen, on va dire, c'était à l'image de l'équipe des Dallas Fuel. Il n'a pas surperformé ou sous-performé particulièrement. Ça a été dit aussi, cette équipe, c'est un gros point d'interrogation. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Moi, je pense que ça ne peut faire, on va dire, que du bien s'il est canalisé et s'il se concentre davantage sur ses performances sur le terrain qu'en dehors. Mais c'est tout le problème, en fait, j'ai envie de dire, par rapport à lui. J'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais il expliquait une fois en stream, il disait que quand il a signé son contrat en Overwatch League, il y a tout un tas de clauses, de bons comportements à respecter. Et ce mec expliquait qu'il y a encore quelques mois, il vivait chez lui, dans son garage, il était personne, et que d'un coup, il est passé de personne à la personnalité plus ou moins la plus populaire dans l'univers d'Overwatch. Le gars a quasiment le même nombre, enfin la même popularité qu'un Seagull ou que certains joueurs aussi très très connus. Donc c'est compliqué en fait, je pense que, je sais pas si la célébrité lui est montée à la tête ou quoi, mais il a eu du mal à gérer cette pression supplémentaire, qui plus est imposé par un comportement professionnel que tu es censé avoir quand tu es en Overwatch League. Donc il a un peu pété les plombs, il est resté fidèle à lui-même par rapport à ce qu'il faisait depuis plusieurs mois sur son stream. Maintenant voilà, ouais, j'espère pour lui qu'il va se concentrer davantage sur ses performances in-game, sur son entraînement, à progresser, à permettre à son équipe aussi d'aller de l'avant. Et je compte aussi sur l'arrivée d'AKM, pourquoi pas, pour le remettre sur de bons rails. AKM qui va gérer tout ça. On connaît le caractère de AKM aussi, qui se laisse pas marcher dessus. Mais tu fais bien de le résumer, hein. Ça s'apprend aussi peut-être d'être célèbre, hein, de gérer sa popularité, de gérer la pression également des fans, de la demande des fans. Et je comprends aussi tout à fait ton point de vue sur ça. Donc XQC, donc une affaire à suivre, donc on va le revoir dans son rôle de Winston. On disait Reinhardt tout à l'heure, XQC a montré ses limites sur Reinhardt, notamment à la Coupe du Monde, on l'a vu. Mais bon, voilà, sans doute qu'on l'attend bien sur son main Winston. Voilà, ça c'était notre petit trivia de la semaine sur le joueur canadien XQC. Maintenant, on va passer au bloc e-sport, donc un bloc qui est forcément important. On en parle en plus depuis tout à l'heure, on ne peut pas l'éviter. Et cette fois-ci, on va commencer sur l'Overwatch e-sport. On va commencer par la scène française, et ça, c'est Suri qui va s'en charger. Oui, on va commencer notamment avec les Français de l'étranger, et donc nos 6 personnalités en Overwatch League. Et étant donné qu'il n'y a pas eu de match cette semaine, on va un peu observer les matchs à venir lors de cette semaine, dès demain, et de voir un peu comment va se goupiller la semaine de nos Français. On commence un petit peu du côté de Soon, Unco et Diamond chez les Valiants, qui auront 2 matchs en particulier. Le premier, ce sera face à Seoul Dynasty, une ouverture de phase 2 qui promet d'être assez incertaine. Chaque équipe pourra travailler son jeu durant la pause, et même si Dynasty s'est effondré en fin de phase 1, rien ne dit que le cercle vicieux va continuer. D'autant plus qu'il y a quelques rumeurs d'un certain Gumball qui viendrait renforcer les rangs du côté des Dynasties. Le deuxième match, ce sera face aux Shanghai Dragons, les fameux Shanghai Dragons qu'on attend au tournant avec une grosse phase de recrutement pour eux, près de 4 joueurs et une joueuse notamment, dont une joueuse, Geguri, qui ont rejoint les rangs des Dragons de Shanghai, et on va voir justement qu'est-ce qui va porter ses fruits. Est-ce que la composition sera différente? Quelles seront les stratégies adaptées? Et surtout, qui va commencer lors de ce premier match? Mais il y aura un point de référence pour les Los Angeles Valiants. Ce sera le premier match des Shanghai Dragons cette semaine-là face au Dallas Fuel, qui sera donc l'unique un peu benchmark pour travailler des stratégies, pour se préparer à ce match. Du côté des Philadelphia Fusion, avec Poco,
Loftank que nous connaissons bien, et Kirby, l'assistant coach. La semaine se compose de 2 rencontres en particulier. Le premier match est notamment face au Boston Uprising. Après cette tension, véritablement des qualifications pour les phases de play-off, on a vu les Boston Uprising bien plus haut qu'on ne les attendait au début de la compétition. Et on va voir justement s'ils continuent sur cette dynamique pour cette phase 2, s'ils poursuivent ce haut niveau de jeu. Et on va voir aussi si les Philadelphia Fusion, pendant ce temps-là, ont réussi à rattraper le temps perdu, tout le travail qu'ils avaient perdu, enfin le temps de travail qu'ils avaient perdu en arrivant un peu plus tard que les autres équipes. On va voir si ces 2 semaines de pause auront joué un grand rôle. Puis il y aura le match face aux Florida Mayhem. Les Florida Mayhem qui, eux aussi, ont recruté des joueurs, notamment Zapis, mais aussi Awesome Guy et Saya Player. Vous avez vu un clip un petit peu plus tôt dans l'émission. C'est donc là aussi une grosse incertitude, puisqu'on ne connaît pas encore le 6 de départ, la composition, les stratégies. Bref, c'est un gros mystère, un gros point d'interrogation. Mais les Fusion, là aussi, pourront se baser sur une référence. Ce sera le match de Mayhem face aux Excelsior, pour se donner une idée un peu de la préparation à adopter. Enfin, du côté d'AKM chez les Dallas Fuel, voici le programme. On aura tout d'abord le match face aux Shanghai Dragons. Et malheureusement pour l'équipe d'AKM, ils n'auront pas véritablement de référence, ou peut-être des scrims dont on n'a pas la connaissance, mais peu de références véritablement pour préparer ce match et se préparer à l'affrontement. On ne sait pas aussi si ce sera le premier match officiel d'AKM, mais on verra bien à ce moment-là, et on verra bien aussi quelle sera la composition, quel seront le niveau de jeu des Dallas Fuel suite à une phase 1 assez compliquée. Enfin, la dernière rencontre, ce sera face aux Los Angeles Gladiators qui auront eu un seul recrutement pour l'instant et qui n'est pas encore confirmé. C'est Fisher qui va peut-être les rejoindre, et là aussi il y a un petit peu d'incertitude. C'est les Gladiators qui ont fait une phase 1 en demi-teinte. On ne sait pas si les 2 semaines de travail auront suffi pour les relancer complètement dans la compétition, mais il faudra voir un petit peu comment cela se déroule. Et je vais me tourner vers toi, Zaroid. À ton avis, quel va être l'apport des nouvelles recrues dans les différentes stratégies d'équipe et le power ranking? À mon avis, je pense que ça ne peut être que positif. On parlait tout à l'heure, on disait on attend que Florida Mayhem et Shanghai Dragons montent au classement. Clairement, ils peuvent difficilement faire pire, puisque Florida Mayhem, je crois, n'a gagné qu'un seul match. Les Shanghai Dragons en ont perdu 10. Ce qui est pas mal, je trouve, c'est que pour la plupart des équipes, le recrutement il a été assez ciblé. Celui des Shanghai Dragons, par exemple, on l'a vu, il y avait un problème notamment au niveau de la fronte, au niveau des tanks. Donc là, ils ont recruté Fearless, qui est un Coréen, qui va pouvoir apporter son expérience. On a donc Geguri, qui va être la première joueuse en Overwatch League, qui est off-tank, elle qui est une main Zarya Diva, qui avait joué d'ailleurs l'Apex saison 4 avec Rox Orcas, et notamment Striker, qui est aujourd'hui chez Boston Uprising. Et puis aussi, ils vont ajouter, il y a Ado également qui va rejoindre le roster. Donc lui, c'est principalement un main Genji. On a vu, ils avaient beaucoup de mal avec... ils jouaient très peu Genji, en fait, cette équipe des Shanghai Dragons. Et en plus, ils vont ajouter aussi un support. On l'a vu, il y avait aussi de gros problèmes au niveau des supports. C'est Sky, anciennement Zhu Fanyun, qui a joué notamment pour les Miraculous Youngsters et pour l'équipe chinoise à la World Cup contre l'équipe de France. Après, on parlait aussi, je ne vais pas faire toutes les équipes parce que ça risque d'être un petit peu long, mais c'est important en fait que le recrutement soit ciblé. Les Florida Mayhem, c'est pareil. On fait venir Zapis, c'est quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a déjà joué notamment avec Zoupé, quelqu'un qui peut jouer plusieurs postes. Dernièrement, chez Giganti, il était plutôt flex tank. Chez NIP, chez Ninja in Pyjamas, on l'avait plutôt vu en tant que DPS support. Donc on va voir quel rôle il va avoir. A priori, je crois que c'est plus flex tank. Et puis, on l'a vu aussi avec le recrutement de Saya Player, Awesome Guys aussi, t'en as parlé. Donc 2 Coréens qui vont rejoindre les Florida Mayhem. Donc forcément, j'imagine qu'ils vont apporter leur expérience, leur skill, leur mécanique, etc. Et que ça va élever aussi le niveau de jeu. Et puis peut-être décharger ce bon vieux Tevik de trop de responsabilités pour qu'il retrouve son niveau. Moi, je demande que ça.
Et puis pour finir très rapidement, parmi tant d'autres, mais les Dallas Fuel aussi qui ont donc recruté notre Français AKM qui clairement va apporter quelque chose et va peut-être pouvoir avec Effect notamment mettre en place certaines compositions pourquoi du France. Ah pardon, des choses qu'on avait pu voir avec l'équipe de France et les Rogues, notamment l'équipe de France à la World Cup ou les Rogues pendant les Contenders ou précédemment. Et puis moi, le recrutement que j'attends au schiste chez Dallas, c'est un spécialiste projectile, un joueur de Genji notamment. On parle de Rascal des London Spitfire, qui a fait un peu banquette pendant la phase 1. On l'a pas trop vu. Et je pense que lui pourra apporter un peu plus de polyvalence au niveau des Dallas Fuel. Donc que du bon, ce recrutement c'est bien, il faut que ce soit bien ciblé, il faut que les joueurs s'adaptent rapidement et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça, en tout cas il a travaillé le sujet, hein. Il connaissait d'où ça venait, toutes les équipes et tout ça, donc il a travaillé le sujet, ça va être sur les équipes qui allaient arriver. Mais voilà, on lui a donné la fiche, il a tout travaillé, il a tout fait, et ça c'est bien. Tu as raison de le souligner justement quand tu parles de l'origine notamment de Geguri, hein, son origine de Rox Orcas. Malheureusement, c'est vrai qu'elle n'a pas encore connu le goût de la victoire malheureusement avec cette équipe. Elle n'a encore gagné aucun match professionnel. C'est ça qui est terrible. Mais voilà, on espère en tout cas qu'avec cette équipe, elle va réussir au moins à les relever. Et toujours cette politique du verre à moitié plein. Voilà, ça ne peut qu'aller mieux. Donc voilà, c'est vrai que ça ne peut qu'aller mieux pour cette équipe des Shanghai Dragons. Voilà, donc ça c'était notre premier sujet sur la scène, sur nos Français à l'étranger et puis sur les recrutements. On en a eu l'occasion d'en parler. Et là, on va passer sur le focus de la semaine que va nous présenter Suri. Et là, on va parler de l'aigle français d'Eagle Gaming. Et oui, Eagle Gaming qui a commencé enfin ses premières compétitions, et notamment l'Overwatch Pit. L'Overwatch Pit, une grande compétition de la scène Overwatch qui regroupe pas moins de 2 divisions, la division Europe et la division Nord-Amérique, avec $10 000 de cash prize pour chacune d'entre elles. Ce n'est pas une petite compétition. Et Eagle Gaming, pour cette première compétition, a eu quelques difficultés dans la phase de groupe. Avec un ratio d'une victoire pour 3 défaites, les débuts ont été assez difficiles, mais ils étaient justifiés. On a vu notamment le coach Mounel venir sur Twitter et expliquer que des changements, des décisions avaient été prises pour tester des stratégies, tester des compositions, quitte à perdre un match, mais les leçons pouvaient être apprises de ces éléments. Il faut noter, Eagle Gaming n'avait pas été formé complètement depuis très longtemps. On avait eu les 6 premiers joueurs en décembre, puis les 6 autres joueurs en début janvier, du moins annoncés, mais ça laissait peu de temps pour construire une stratégie et une synergie d'équipe. Donc cette phase de pool, ça a été un petit peu la phase test, et directement après, ça a permis de voir une certaine amélioration, un step-up d'Eagle Gaming, notamment dans la phase de playoff. Un premier match face aux Orgless and Hungry, une équipe qui est considérée comme l'une des grands favorites en Europe, notamment par Amarkick dans son article, et une victoire quand même qui a été réalisée par 2-0, et ensuite Eagle Gaming est allé chercher Piece of Cake. Piece of Cake qui, à ce moment-là, pour mettre un petit peu de contexte, était en plein perfect des Open Division, ou du moins les phases préliminaires des Open Division. C'était donc un gros morceau, et là aussi Eagle Gaming a montré qu'ils avaient appris les leçons de ces phases de groupe et sont allés arracher une carte au Piece of Cake. Certes, ils ont perdu le match et ensuite se sont inclinés dans le loser bracket, mais on sentait déjà qu'il y avait une amélioration. Alors à présent, l'info est tombée. Eagle Gaming vient de confirmer sa participation aux Overwatch Contenders, en reprenant notamment le spot des Gamers Origin à l'époque. C'est donc un flambeau français qui se transmet, semble-t-il, mais à présent, je vais te poser aussi la question, Zaroid, puisque tu as pu échanger avec Mounel, le coach des Eagle Gaming, lors de l'une de tes interviews. Comment conçois-tu l'évolution de cette équipe pour les compétitions à venir ? Ouais, j'avais échangé avec Mounel au moment où les 6 derniers joueurs avaient été annoncés pour compléter le roster et monter à un chiffre de 12. Ça a été dit dans le chat, ça a été dit dans pas mal de commentaires. Je pense que c'est une équipe à qui il faut donner du temps. On les attendait, en tout cas moi je les attends principalement sur les Contenders. L'Overwatch Pit, je vais pas dire que c'était du bonus ou peut-être l'occasion de tester certaines choses. En tout cas, ça a prouvé qu'il y avait encore pas mal de chemin à faire et qu'il était urgent, on va dire, de se poser les bonnes questions.
L'évolution, moi je la vois, il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a quand même des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs aussi qui peuvent être complémentaires. Alors, je me pose cependant une question, c'est que tu l'as dit, ils ont récupéré le spot de Gamers Origin pour les Contenders. Il y a une line-up qui a été annoncée, il y a une sélection de 9 joueurs qui a été annoncée. Et il y a 3 grands absents, du coup il y a Lilbo, Crew et Leaf qui ne font pas partie de cette liste. Moi la question que je me pose c'est est-ce que ces 9 joueurs seront fixes pour toute la première phase des Contenders ou va pouvoir y avoir une espèce de roulement au fur et à mesure? Je crois que là c'est fixe, mais je crois que tu peux remanier sur les playoffs. Je crois. Je crois que tu peux faire un D'accord, pour les remaniement phases sur de poule en pour les fait ça phases sera de poule, fixe. c'est ça. Donc, ok. Tout à fait. Je Donc, crois que c'est ça. À la limite ça peut être une bonne idée parce que le fait qu'il y ait 12 joueurs, si tu es obligé de faire une rotation permanente, etc., on le sait, le plus difficile pour une équipe, c'est de construire une forme de cohésion, des automatismes, mettre en place des stratégies, tout ça. Si à chaque fois tu changes un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, voire même la line-up complète, comme on a pu le voir sur cet Overwatch Pit, c'est très difficile. Donc là, je pense peut-être qu'avec une espèce de base de titulaire, en tout cas une colonne vertébrale solide et quelques ajouts de circonstances en fonction de l'adversaire ou de la map, ça ne pourra que mieux fonctionner pour cette équipe. Et de toute façon, en tout cas, moi, je croise les doigts et je milite pour ça. J'espère que c'est une équipe qui montera en puissance au fur et à mesure des semaines à venir. On espère que c'est comme tu le disais. Après, c'est comme il y a des gens aussi qui étaient partisans, qu'on a vu l'arrivée du format 12 joueurs, et il y avait Unco qui en avait discuté, ou c'était Soon qui avait discuté avec toi dans une interview également de on veut rester 6, on veut avoir notre 6 majeur, et puis ensuite avoir des gens qui se rajoutent un petit peu dans cette équipe. Et c'est vrai que c'est peut-être comme ça que tu vas créer des automatismes, parce que c'est un jeu qui va tellement vite. Les automatismes, il faut qu'ils arrivent rapidement. Voilà, donc ça, on avait ça c'était pour nos équipes françaises, qui vont arriver aux Contenders. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus particulier, peut-être que les gens connaissent moins, c'est la scène française en tant que telle. Et on a une chronique justement toujours présentée par Suri, ça s'appelle Let's Play, où il va nous parler de la SGL, donc la Student Gaming League, et de la Watch League. Je te laisse présenter ça, Suri. Et oui, le concept du Let's Play, c'est simplement de vous faire une petite présentation de quelques petites choses dont j'ai envie de vous parler, et c'est notamment 2 compétitions qui sont un petit peu sur la scène semi-professionnelle, voire amateur d'Overwatch, et à l'échelle française. Aujourd'hui, ce sera 2 compétitions particulières, donc la SGL et la Watch League. La première, la Watch League, c'est une compétition française qui a été lancée en cette fin d'année 2017. Après une phase de pré-saison réussie, dirons-nous, nous entrons dans le vif du sujet avec 2 divisions et une flopée de nouvelles équipes semi-professionnelles. Je vous invite à les suivre sur Twitter et sur leur Discord, peut-être aller sur leur Discord même, pour ne pas rater les premiers matchs, parce que, à ce qu'on m'a dit, il y a quand même de très bonnes équipes qui sont en train de s'inscrire. La deuxième compétition n'est autre que la Student Gaming League du Student Gaming Network, une compétition qui est dédiée aux étudiants et étudiantes venus de toute la France. Elle tend à regrouper plusieurs centaines de passionnés sur 4 jeux, dont Overwatch cette année. Et c'est là, je pense, une très bonne occasion de découvrir une autre partie de la scène française d'Overwatch, et qui sait, peut-être, les futurs noms qu'on retrouvera en Open Division, en Open Contenders, et peut-être dans un avenir un petit peu plus lointain, en Overwatch League. Voilà, donc ça c'était un petit peu cette équipe de l'espoir, on va dire le terreau français. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui avaient notamment, on se souvient, à la dernière Gamers Assembly. Zarouid, est-ce que tu as l'occasion de regarder des matchs parfois de la scène française, ou t'en as déjà assez avec les Contenders, l'Overwatch League et les autres compétitions internationales? C'est pareil, c'est sur ma to-do list de trucs à faire, en tout cas de trucs sur lesquels je dois me rattraper. Non, ça m'arrive de regarder quand même les Go For. Oui. Pas entièrement parce que c'est difficile de bloquer toute une après-midi ou quoi, Ouais. mais ça m'arrive de regarder quand même assez régulièrement, de suivre un petit peu. Je suis quand même un peu les résultats, je vois aussi ce qui se dit sur Twitter, donc je suis à l'affût. Je trouve ça bien, en tout cas, qu'il y ait des amateurs, ou en tout cas des personnes qui veulent se professionnaliser dans ce milieu pour dynamiser en tout cas l'Overwatch amateur ou semi-professionnel, et faire notre espèce de pass to pro, quoi, un peu comme Nate Nanzer veut faire avec l'Overwatch League ou les Contenders. C'est bien que nous en France on ait des gens qui bossent dur pour promouvoir l'e-sport et aussi mettre en avant certains talents. Donc non, moi j'encourage tous ceux qui font ça, je trouve ça top.
C'est ça, les Go-Forts qui se déroulent. C'est vrai qu'on peut pas bloquer 5 heures dans l'après-midi un dimanche où on a le repas avec la grand-mère en général ou avec des gens pour. On a le poulet frites en général qui nous attend. Donc c'est vrai que c'est compliqué de bloquer toute une après-midi. Mais comme tu disais, c'est intéressant de voir les demi-finales, les finales, voilà, les gros matchs de fin d'après-midi où on sait qu'on peut trouver des petites pépites sur ces finales qui sont pas forcément dans des grosses structures, mais qui font leur trou tout simplement sur la scène européenne. Voilà, ça c'était notre scène française. N'oubliez pas également qu'il y a la Gamers Assembly qui va arriver, la Gaming Winterfest, donc des événements aussi importants. La Gamers Assembly, on s'en souvient l'année dernière, il y avait eu plus de 40 équipes, même encore plus, donc ça avait été un événement majeur. On espère que cette année il y en aura autant. Donc voilà, la scène française, comme tu le disais, Zarid, il faut la dynamiser et ça passe par des événements en LAN. Ça c'était la scène française. Maintenant on va revenir sur les Open Division, les Contenders, on a abordé le sujet, mais Shuri avait envie d'en discuter. On avait Wisher qui avait envie d'en discuter, pardon. Donc Wisher, je te laisse présenter ça. Et oui, donc vous êtes déjà au courant, les Open Division Europe se sont terminés et place maintenant aux Contenders Trials. En temps normal, ce tournoi constitue une transition où le top 8 de l'Open Division affronte les équipes les moins bien classées des Overwatch Contenders. Les équipes qui ressortent victorieuses des Trials peuvent ensuite concourir en Contenders. Mais cette édition est un peu différente puisqu'aucune relégation n'est prévue, seul le top 8 de l'Open Division participera pour 6 places en Contenders. Le format adopté suit un peu celui de l'Overwatch League, toutes les équipes s'affrontent tour à tour dans un quad map. Le classement se fait selon le nombre de matchs gagnés et en cas d'égalité, le départage se fait au map average. Et en fait, on a eu... Alors, pour ces Contenders, est-ce qu'il y a eu des Français à suivre? Parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes sur ces Open Division, Wisher. Est-ce que maintenant, sur ces Contenders, on a des équipes à suivre françaises? Alors, parmi les 8 équipes qui participent aux Contenders Trials, 2 sont constituées à majorité de Français. On commence bien sûr avec les Piece of Cake. Elle est composée de 6 joueurs, dont 4 Français, à savoir Dridro et Marine Lord en support et Aiko et Shubs en tank. Naga et Poppy Fresh viennent compléter le roster en tant que DPS. Une équipe extrêmement solide qui nous a tous beaucoup impressionnés, que ce soit pendant l'Open Division ou l'Overwatch Pit. Un perfect des phases qualificatives de l'Open Division pour finir 3ème et une 3ème place également lors de l'Overwatch Pit. Il y a de quoi être confiant pour les Contenders Trials. Pour le moment, les Piece of Cake, comme les autres équipes, n'ont joué que 2 matchs contre Vats Disband et Primordial. 2 matchs que nos Français ont remportés sans trop de difficultés et se placent ainsi premiers devant Angry Titans. Voilà, donc ça c'est la première équipe française, comme tu disais. Et je crois qu'il y a une deuxième et tu voulais aussi la présenter. Exactement, après Piece of Cake, je vais maintenant vous parler de Primordial. Elle est composée elle aussi de 4 joueurs français, Tech36 et Zik en DPS, Kib en support et Tae en flex. Ce roster se voit complété par Tux et Shock en tant que support et main tank. Après avoir terminé 5ème ex-aequo lors des phases qualificatives de l'Open Division, ceux-ci arrachent la 7ème place lors des playoffs. Pour le moment, nos Frenchies sont à la dernière place des Trials après avoir perdu leurs 2 premiers matchs face à Angry Titans et justement Piece of Cake. Résultat pas forcément décourageant pour la suite, étant donné que ces 2 équipes comptent parmi les favoris de la compétition. Donc voilà, ça c'était. On sait en plus que les joueurs français, Tech36, Kib, on a l'habitude de les voir sur des événements français. Ça nous fait plaisir de les voir arriver sur des tournois européens. Voilà, donc ça c'était un petit peu ça c'était, on va dire, la partie avec les 2 équipes françaises. Et l'état de la compétition en général, Wisher, on en est où? Alors, pour le moment, nos Français ont toutes leurs chances, mais le reste des participants n'est pas non plus à prendre à la légère. Des équipes comme 6 Hope, actuellement à 2-0, et Orgless Angry à 1-1, comptent parmi les favoris. Une première place en Open Division pour les Orgless et une 4ème place de l'Overwatch Pit pour 6 Hope. Autant de raisons de craindre ces 2 équipes, toutes 2 constituées en partie d'anciens joueurs d'United comme Cruz ou Unfixed. Des joueurs qui ont brillé par leur talent et leur expérience lors de précédentes compétitions comme les Overwatch Contenders ou la World Cup. Mais au vu des dernières compétitions jouées et des résultats des matchs opposant ces différentes équipes, l'issue des Contenders Trials ne peut être plus incertaine. Essentiellement en ce qui concerne Orgless and Angry, qui remporte l'Open Division, mais pourtant termine à la 7ème place de l'Overwatch Pit. Ils se sont également inclinés lors de leur premier match dans ces Trials contre les anciens Kaiser Littens, une équipe ayant bataillé pour arriver à la 4ème place des Open Division. Alors, tout d'abord, Zaroid, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu les différents tournois européens? C'est les questions pièges ce soir. Mais non, malheureusement, j'ai pas pu tout suivre. En fait, je regarde les résultats, je suis notamment
notamment Piece of Cake et puis Primordial. Je regarde quand même les résultats parce que voilà, il y a pas mal de Français et surtout chez Piece of Cake que j'avais eu l'occasion de découvrir, enfin en tout cas une bonne partie de l'ancienne équipe au niveau des go forts, etc. Et puis pendant l'Overwatch Split, j'avais été, je vais pas dire surpris par leur niveau, mais je l'avais trouvé que c'était quand même assez solide. Mais encore une fois, je constate que bah voilà, notre coq français est plutôt bien représenté dans ces compétitions qui montent. Et puis moi, j'espère que demain, en Overwatch Contender, si on pouvait avoir Eagle Gaming, Piece of Cake et Primordial, j'en serais le premier content. Plus on a de Français, je vais pas dire Mion Sport, mais ça prouve en tout cas qu'en France, l'école est bonne et il y a du niveau. Donc tant mieux, tant mieux. C'est ça, l'école est bonne et il y a du niveau. Après voilà, on est en train de compléter justement la checklist de Zaroid, ça c'est important. Voilà pour la suite, pour les VOD à regarder. Je vais avoir plein de devoirs après cette émission. Plein de devoirs. Fais attention. Hein. Alors, ça c'était voilà pour l'Open Division, pour les Contenders. Merci beaucoup Wisher pour ces précisions. On va passer sur le gros du morceau. Bon là, moins de questions pièges, c'est l'Overwatch League, donc ça normalement tu es rompu à peu près à l'exercice Zaroid. Et avant de passer sur le sujet de la semaine, il y aura une vidéo voilà pour aller avec ce sujet de la semaine. On va d'abord passer par le résumé de Scurry. Et oui, la semaine n'aura cette fois-ci pas été marquée par des matchs, mais bien par le mercato de l'Overwatch League. Geguri, AKM, Fischer, des noms qu'on a déjà évoqués précédemment, mais qui font l'objet de nombreux mouvements et qui laissent place à beaucoup d'incertitudes pour la phase 2. On ne sait pas véritablement qui va prendre l'ascendant sur les autres, mais voici un petit peu l'état du marché actuel. Et à noter que certains de ces mouvements ne sont qu'au stade de rumeurs et n'ont pas encore été confirmés. On a tout d'abord AKM qui s'engage chez les Dallas Fuel. Nous avons également Rascal ainsi que Fischer qui quittent tous les deux les London Spitfire pour s'intégrer au roster respectivement des Dallas Fuel et des Los Angeles Gladiators. Nous aurons aussi donc un Finlandais et 2 Coréens qui rejoindront les Florida Mayhem, Zapis, Sire Player et Awesome Guy. Nous aurons Geguri, Sky, Fearless et Ado, comme l'avait présenté Zaroid, qui vont jouer sur les couleurs des Dragons de Shanghai. Nous aurons également FCT FCN qui ira se ranger du côté des Houston Outlaws. Et enfin, nous avons 2 autres rumeurs que sont Gambler chez les Seoul Dynasty et Anamo à l'enseigne des New York Excelsior. Autant de mouvements dont nous allons justement discuter avec notre invité Zaroid, et je vais laisser la parole à Théo. C'est ça, donc on en avait déjà abordé un petit peu le sujet, on en avait déjà largement discuté. Je pense qu'on va pouvoir passer au sujet de la semaine. On avait parlé justement du transfert de Geguri, de Sky, de Fearless, d'Ado, tous ces apports qui vont être importants notamment pour les Dragons de Shanghai. Donc on va passer au sujet de la semaine, et pour ça on vous a préparé une petite vidéo que je vous laisse regarder, que Hammer va lancer. Une nouvelle baguette au pays des hamburgers, oui, c'est pour cette semaine. Dylan Bigné, aka AKM, a trouvé sa nouvelle équipe, un des spots de l'Overwatch League, Dallas Fuel. Dylan Bigné a commencé sur d'autres FPS comme Counter-Strike, Quake, Shootmania, et est passé dans les plus belles structures françaises comme Millennium et AAA. Le Amazing Killing Machine a amorcé sa transition vers le jeu Overwatch en 2016. Il se fera connaître avec la structure Rogue. D'abord internationale, elle deviendra 100% française et se fera remarquer au début de l'année 2017. À 22 ans, AKM est déjà un joueur expérimenté qui a connu les plus grandes scènes, les finales, les beaux moments, mais aussi les plus cruels. Il a gagné de grands tournois, comme celui de l'Empire du Milieu, la PAC avec son équipe Rogue en 2016. Mais il a aussi connu les dures désillusions, comme la Coupe du Monde 2017, en perdant 3-1 en demi-finale face aux Coréens. Encore eux. L'Overwatch League a commencé en janvier 2018 sans AKM. Beaucoup de Français et même des experts internationaux ont considéré cette absence comme une quasi-anomalie. Vu comme le meilleur joueur sur le marché, Dallas Fuel vient de faire une affaire de choix et le spot texan en a bien besoin. Pour le moment, dans une spirale négative, l'équipe affiche 7 défaites pour 3 victoires. La team est aussi la plus exposée aux crises. Au début de la saison, un site Statista montrait que c'était bien Dallas Fuel qui trustait autour d'elle le plus de fans, grâce notamment au passé de la structure, Envious, l'arrivée de Sigul et Discussé. Cependant, le joueur canadien XQC a été suspendu 2 semaines pour cause d'insultes. Sigul, en revanche, donne une belle satisfaction avec des chiffres plus que positifs. Mais alors, ce recrutement d'AKM est-il pertinent alors que l'équipe est en souffrance sur les lignes avant?
Coco et Mickey ont du mal à se trouver quand il s'agit de jouer dive. Coco, qui a endossé le rôle de Winston, qui a incombé à XQC pendant 4 matchs, a clairement montré ses limites, même si Dallas termine bien sa dernière semaine contre 2 équipes au niveau plus qu'abordable, Shanghai Dragons et Los Angeles Gladiators. Je vais vous épargner les tableaux de statistiques de Winston Labs, même s'ils sont révélateurs de la difficulté de jouer dive pour les 2 joueurs, Mickey et Coco. Je vous invite quand même à consulter les fiches de ces derniers sur le site pour comprendre mes propos. Mais in-game, Coco a été plus impactant quand il fallait jouer Orisa plutôt que Winston. Pour Mickey, même s'il a joué dans une écrasante majorité de fois Diva, ses chiffres sont bien plus flatteurs sur Chopper. Cependant, faut-il recruter chez les tanks ou off-tank dans l'équipe de Dallas? Eh bien, je pense que non. XQC, le vilain petit canard, est de retour et Taemu est un joueur pouvant glisser sur le rôle d'off-tank. C'est important d'y penser car la méta est plus que changeante et la possibilité d'un retour de la méta tank n'est pas à exclure. Celle-ci fait déjà foi en Europe, en Corée elle revient, mais de manière plus ponctuelle. Un changement qui pourrait apporter de l'espace à AKM, mais à quel poste? On sait grâce à l'interview de Zaroui que le jeune joueur ne veut pas rester sur le banc. Malgré tout, la concurrence sera rude car Effect a beaucoup de mains en commun avec le français. Mais si on suit la logique coréenne, berceau de beaucoup de méta, on peut penser que Dallas Fuel jouera 2 compositions. Une composition triple tank avec Sigul ou Taemu au DPS sur Chacal, une composition dive sera également de sortie avec probablement une Mercy, le Winston d'XQC et de Hitscan, Effect et AKM. Le split s'annonce passionnant pour l'équipe enflammée, renaissance ou mise à terre, réponse cette semaine. Voilà, c'était le petit sujet qu'on vous a présenté pour discuter de l'équipe de Dallas. Donc cette équipe, voilà, est-ce que ce sera la renaissance ou la mise à terre, c'est la question. Mais au niveau, est-ce que tu penses, Zaroid, est-ce que tu penses que AKM, on risque de le voir beaucoup, mais c'est vrai que comme je disais, c'était une des interrogations qu'on pouvait avoir, c'est qu'il va empiéter un petit peu sur les plates-bandes de Effect. Moi, je suis pas totalement d'accord. En fait, j'espère déjà pour répondre à votre première question qu'on va le voir beaucoup. S'il est en forme, avec plaisir. Moi, je pense qu'au contraire, il est plutôt complémentaire d'Effect, c'est-à-dire que aujourd'hui, Effect, bon, on l'a vu sur Tracer, on l'a beaucoup vu sur aussi Fatal, on l'a vu sur McCree. Pour tout ce qui était Hitscan, en fait, c'est plus ou moins Effect qui s'en chargeait. Et là, ça va le décharger cette position avec AKM, et on va pouvoir quand même maintenir une line-up compétitive avec notamment un joueur Tracer monstrueux, puisque Effect sur Tracer c'est quand même du très très lourd, et aujourd'hui on le sait, il faut presque un joueur uniquement sur Tracer, ou en tout cas vraiment un gros spécialiste. Et à contrario, on va pouvoir voir AKM venir compléter cette line-up en jouant soit McCree, soit Pharah sur certaines maps, par exemple de, je sais pas moi, des KOTH, si la pharmacie reste méta, et si Pharah est toujours joué. On peut aussi le voir sur son soldat. Enfin, moi, je pense au contraire qu'il peut apporter encore une fois un peu plus de polyvalence à cette équipe des Dallas Fuel qui finalement a été forcée plus ou moins de jouer des compositions assez bancales, et notamment le pauvre Effect des fois. Enfin, je me rappelle d'une soirée où je l'ai vu sur Doomfist, je me suis vraiment demandé ce qu'il foutait sur ce pic à ce moment-là, quoi. Ça m'a fait de la peine. Donc, je pense que en fait, AKM va apporter sa petite touche, la polyvalence aussi supplémentaire pour l'ensemble de l'équipe, et permettre aussi à Effect de reprendre son rôle de gros carry aussi. C'est ça, donc laisser de l'espace à Effect et pas endosser le rôle de leader finalement enfin, en tout cas de cal en fait, comme tu le disais dans les compositions bancales, c'est lui qui va servir de bloquer la chaise quand celle-ci elle penche d'un côté ou d'un autre. Tu penses quoi justement toi, Wisher, de l'arrivée de AKM? Est-ce que tu penses qu'il va avoir aussi l'arrivée d'une polyvalence, ou est-ce que c'est un peu peut-être la renaissance aussi pour cette équipe, avec le retour de XQC également? Je suis plutôt d'accord avec le fait que AKM apporte pas mal de polyvalence au DPS de Dallas Fuel, mais c'est peut-être pas le recrutement que j'attendais pour ces Dallas Fuel. Alors je suis ravi que AKM rejoigne l'Overwatch League, bien sûr, mais je me pose la question sur l'aspect judicieux de ce recrutement, étant donné que l'équipe compte déjà 3 DPS, si je ne dis pas de bêtises. Et avec l'arrivée d'AKM et potentiellement de Rascal qui va arriver, ça va amener le compte de DPS à 5 dans cette équipe de Dallas Fuel pour un total de 11 joueurs. Donc 5 sur 11, ça fait quand même pas mal, d'autant plus que peut-être d'autres rôles avaient besoin un peu plus de recrutement. Je pense par exemple à l'off-tank.
Taimu peut endosser ce rôle, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il va faire, et on a le droit de se poser les questions, étant donné que Mickey joue lui aussi très bien Chopper. Donc est-ce qu'un nouvel off-tank aurait pas été un peu plus judicieux pour essayer d'épauler Mickey, qui est un peu en difficulté lorsqu'il s'agit de jouer des compos dive. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait eu un petit peu en difficulté, mais qu'est-ce que tu penses toi, du surnombre de DPS peut-être, Zaroui? Bah, tu en avais parlé dans ta vidéo judicieusement. Moi, je pense par exemple que quelqu'un comme Taimu va peut-être devoir changer de rôle. Oui, Parce c'est que ça. sinon, risque d'y avoir embouteillage, ou alors vraiment avoir en fait une colonne vertébrale dans cette équipe, c'est-à-dire 4-5 joueurs qui ne bougent quasiment pas. Et ensuite, en fonction de certaines maps, en fonction de certains adversaires, faire rentrer par exemple un Seagull pour avoir un Junkrat de qualité, faire rentrer un Rascal si on a besoin d'un Genji. Mais après, sinon, ça s'arrête là. Il y en a qui peuvent aussi rester sur le banc, hein. On l'a vu dans certaines Oui. line-up. Voilà, hein, je veux dire, c'est le jeu de la concurrence. Malheureusement, il y a des joueurs aussi qu'on risque de moins voir avec l'arrivée de joueurs comme Akien. Oui, c'est vrai que Verbo et Rascal en connaissent un rayon sur le banc, malheureusement, les joueurs de Los Angeles Valiant et de London Spitfire. Suri, t'en penses quoi justement? Toi, on n'a pas eu l'occasion encore de connaître ton avis sur la situation de Dallas. Est-ce que tu penses que là, on risque de les voir peut-être performer, en plus avec une nouvelle méta qui risque d'arriver? Je dois t'avouer que ça reste difficile à évaluer, enfin, de mon point de vue, dans le D'accord. sens où, de 1, il y a, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une nouvelle méta, mais surtout l'arrivée d'un nouveau patch, puisque les changements de patch vont se faire entre les phases. Et donc là, il n'y aura plus toute la dive, toute la force de la Mercy qu'il y avait lors de la phase 1. On va avoir des impacts assez différents et assez difficiles à prédire. Même aussi du côté des Dallas Fuel, je pense que ce n'est pas le genre d'équipe à faire des petits changements, à faire des petits ajustements par-ci par-là pour tenter de revenir sur le devant de la scène. Je vois plus quelque chose de très drastique, c'est-à-dire que Mhm. voir un joueur complètement changer de rôle, imaginons par exemple Taimu qui passe de DPS à off-tank attitré avec son Rodog, etc. C'est ce genre de changement que je vois du côté des Dallas Fuel, et l'arrivée de 2 DPS supplémentaires, ça pourrait bien partir dans ce sens-là, à mon sens. D'accord, donc des changements de composition, avec, comme on le disait, comme Zaroid aussi l'avait souligné, c'était on va glisser le Taimu, hein, Taimu qui est polyvalent quand même, mais c'est vrai qu'on l'avait vu sur Rodog, on l'avait vu aussi sur son premier match face à Seoul Dynasty, un Rodog très très bien pensé, en plus avec un Mickey qui lui cette fois-ci avait pris la Orisa, donc ça c'était aussi un pic assez particulier pour le joueur thaïlandais. Voilà, donc ça c'était notre sujet de la semaine, juste pour votre information, sachez-le, voilà, vous savez que l'Overwatch League va reprendre donc dans la nuit du jeudi 22 février à 1h du matin. Donc voilà, comme disait Zaroid, il faut avoir un rythme de vie un petit peu décalé si on veut espérer regarder les matchs. Donc on va commencer ce stage 2 par le match Seoul Dynasty contre Los Angeles Valiant. Donc ce sera plutôt un gros match. Ensuite on aura Dallas Fuel contre Shanghai Dragons, on l'avait dit tout à l'heure. Donc un match abordable pour commencer ce deuxième stage et peut-être la possibilité de voir les petits nouveaux de chez Dallas Fuel. Donc Rascal, après on ne sait pas vraiment où il va tomber. Ensuite, on y aura Los Angeles Gladiators et San Francisco Shock. Et on sera parti voilà, pour 5-6 nouvelles semaines de compétition. Donc voilà, un beau programme pour 6 semaines. Encore un rythme un petit peu effréné, autant que ce soit pour les casters de l'Overwatch League. Et on te souhaite bonne chance pour ça d'ailleurs, Zaroid. Ben merci, ouais, je vais commencer à m'y préparer. Normalement, j'y retourne non pas cette semaine, mais a priori la semaine prochaine, à partir du 1er mars, si je dis pas de bêtises. Voilà, Mais bon, je prenez suivrai quand même cette semaine de compétition, bien évidemment. Évidemment, évidemment, il le faut. Donc voilà, vous savez quand vous voudrez, si vous voulez suivre l'Overwatch League avec en plus Zaroid qui sera là, ça sera la deuxième semaine. Voilà, c'était notre première édition de Nanomag. Merci de l'avoir suivi. Merci à Wisher, merci à Suri d'y avoir participé pour cette première. On sait que cette première n'était pas parfaite et on espère avoir des feedbacks également de votre part pour pouvoir peaufiner un petit peu le sujet. On remercie également les partenaires. On remercie Amerki qui était à la réalisation, l'homme de l'ombre, hein, comme il avait tweeté tout à l'heure. Et c'était l'homme de l'ombre. Donc merci à lui pour sa réalisation. On remercie également nos partenaires. On remercie Overturn, on remercie Casternest. Et on remercie forcément WatchLab qui nous a accueillis sur sa chaîne
ce soir. Voilà, pour conclure cette émission, on va avoir le Team Kill, l'interview rapide de Zaroid. Donc Zaroid, tu as un mot pour répondre aux questions qui vont t'arriver. Tu as 6 questions. Donc tu as seulement un seul mot pour répondre. Ton héros préféré, Zaroid? Winston. Celui que tu aimes le moins. Chacal. Un mot pour... D'accord. Un mot pour qualifier les Los Angeles Valiant. Espoir. Ça, c'est pour Dallas Fuel, ça. Un mot pour qualifier le premier stage de l'Overwatch League. J'ai 3 mots: monter en puissance. Monter en puissance. On va dire que ça fait un mot dans le dictionnaire, ça passe. Un mot pour qualifier Zaroid. Oula. Elle est pas facile, celle-là, je suis d'accord. Joker. Joker pour Zaroid, très bien. Le mot de la fin. Eh bien, Nanomagover. Merci Non, beaucoup. merci en tout cas pour l'invitation. C'était encore un beau moment. Moi, je suis toujours ravi de parler d'Overwatch. Et puis, merci à vous pour l'invitation. Et puis, écoutez, à une prochaine. À très bientôt. Eh bien écoute, à très bientôt, un plaisir partagé. Merci d'avoir suivi cette première édition. On se retrouve dans 2 semaines, le 6... Alors si je dis pas de bêtises, je vais pas vous dire de bêtises, ça sera le 6 mars. Donc à très vite, à dans 2 semaines. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.